comment aujourd'hui on peut glorifier la terreur. J'ai été très surprise que ce soit ça qui soit magnifié à l'occasion d'une cérémonie qui devait rassembler. Comment peut-on mettre en valeur un féminicide, pour employer un terme contemporain, d'une étrangère qui a été torturée avec un procès truqué et qui a été décapitée avec ses enfants? Valérie Boyer, vous êtes sénatrice LR des Bouches-du-Rhône depuis bientôt 4 ans. Vous êtes conseillère municipale de Marseille. Vous avez été adjointe au maire de Marseille et députée des Bouches-du-Rhône de 2007 à 2020. Ça fait donc 13 ans, toujours sous l'étiquette UMP et LR. Oui. Vous avez travaillé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse primaire d'assurance maladie. Et vous êtes une proche de François Fillon. Merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Alors, première question. Le 14 septembre, il y a quelques jours, nous avons appris qu'un influenceur saoudien avait insulté des religieuses dans l'église des Accoules de votre bonne ville de Marseille, que vous connaissez bien. C'est une énième manifestation antichrétienne et vous avez fait un petit tweet. Le christiano-mépris, la cathophobie doivent cesser. Du vandalisme de notre patrimoine culturel aux attaques contre la liberté scolaire, la liste est bien trop longue. Alors j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui se passe en France ? Ça fait plusieurs années que je dénonce justement ce christiano-mépris, puisque je sais qu'on parle de christianophobie, mais malheureusement, enfin en tout cas les chrétiens ne font peur à personne et les catholiques encore moins, puisqu'on se plaît à les moquer, à les railler, à les mettre plus bas que terre et même à détruire leur patrimoine avec des gens qui se pensent investis d'une mission en le faisant. Donc, ou même récemment la guerre scolaire qui a été ravivée à Pau, sans compter l'épisode de Stanislas de l'an passé. Donc effectivement, je pense que ça suffit. Moi, ça fait des années que je dénonce ce phénomène et il serait temps que le gouvernement respecte les libertés de chacun. Alors justement, vous appelez à la création d'une commission d'enquête sur les profanations dans les lieux de culte. Là, c'est pour le patrimoine. Alors ça, c'est pour le patrimoine, qui sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que l'État fait ce qu'il faut ? Alors, pour en revenir à cet incident à l'église des Accoules, je dirais que là, il s'agit pas que de patrimoine, il s'agit aussi d'une atteinte aux personnes, comme ce qui s'est passé à la cathédrale, à Nice, pardon, pas à la cathédrale, mais c'est pas une simple atteinte, ce qui est déjà très grave au patrimoine ou à ce que les catholiques ont de plus précieux, au sacré. C'est vraiment une atteinte aux personnes, un mépris, en plus des personnes qui se filment. Donc là, c'est extrêmement grave. Comment des étrangers... On reste dans l'univers de la christianophobie. Oui, plutôt du christiano-mépris, parce que justement, ils n'en ont pas peur. Donc, c'est la raison pour laquelle ils le font. Mais comment on peut tolérer que des étrangers se comportent comme ça sur notre sol ? C'est-à-dire aller injurier des personnes en France en raison de leur foi. C'est absolument incroyable. Et puis ensuite, moi, je suis quand même stupéfaite que ce genre d'information passe, mais alors comme une lettre à la poste, personne ne proteste. Alors je sais bien qu'on n'a pas de gouvernement depuis un petit moment, mais quand même, c'est particulièrement inquiétant de voir ce genre de choses et de l'indifférence que ça suscite. Ensuite, il y a la question du patrimoine. Alors effectivement, moi, ça fait des années que je réclame une enquête et surtout un recensement du patrimoine cultuel, quel qu'il soit, et surtout pour les atteintes à ce patrimoine cultuel, alors que ce soit des calvaires, des cimetières, des angles d'immeubles avec des saints, etc., que ce patrimoine soit recensé et protégé. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de recensement de ce patrimoine, d'une part, et d'autre part, on n'a pas non plus de recensement des auteurs des attaques sur ce patrimoine, quelle que soit la religion d'ailleurs. Alors souvent, on compare les actes antisémites qui malheureusement prospèrent d'une façon abominable, en particulier depuis le pogrom du 7 octobre. On cite les actes anti-musulmans. Mais les actes qui concernent
le patrimoine ou les actes qui concernent les atteintes aux chrétiens ne sont pas recensés ou pas recensés de la même façon. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait un profil des auteurs et qu'on sache leur motivation et quelles sont les sanctions qui ont été prises. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les attaques au couteau, à l'arme blanche. Ça fait des années que je demande ce qu'il en est. J'étais aussi intervenue pour d'autres actes, comme par exemple les viols de personnes âgées, parce que c'est la presse régionale qui nous le dit, mais on n'a pas de recensement de toutes ces informations. En fait, on ne sait pas qui sont les auteurs. Vous avez posé à plusieurs reprises la question au gouvernement. J'ai posé ces questions au gouvernement, questions écrites, questions orales, sans débat, même questions au gouvernement, des QAG. Ça, je n'ai pas de réponse. Pire encore, on a cassé le thermomètre puisque l'Observatoire des violences a été supprimé. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas régler les problèmes si on ne connaît pas les circonstances, les auteurs, les victimes. Il faut le savoir. Sinon, comment faire pour agir ? Et il en va de même pour ces actes de vandalisme, de profanation ou de simples actes dont on ne connaît pas la nature, les vols, tout ça. Alors, comment faire pour protéger le patrimoine si on ne sait pas tout ça ? Absolument. Il y a quand même quelques chiffres qui sont donnés par le Figaro et qui montrent une inflation incroyable récemment. Et il y a l'observatoire aussi. Il y a un observatoire. Alors c'est formidable qu'il y ait un observatoire des personnes qui s'organisent en association. Mais compte tenu de la nature de notre patrimoine, on va dire cultuel, mais il n'y a pas que celui-ci. Compte tenu du trésor que ça représente pour un pays comme le nôtre, qui, après l'Italie, a le plus d'églises au monde, compte tenu aussi du fait qu'une de nos ressources, c'est le tourisme. Une de nos spécificités, c'est la beauté de nos paysages, c'est la beauté de nos villages, de nos villes qui sont autour de l'église. C'est pas pour rien qu'on a plein d'expressions qui se réfèrent à notre glorieux passé, qui est couvert d'un blanc manteau de cathédrale et d'église. Tout ça est extrêmement précieux, que l'on soit croyant ou pas, parce que c'est le patrimoine commun de tous les Français. C'est aussi une transmission qui nous vient ce sont nos racines que l'on attaque. Et à la fois, ce sont nos racines, mais c'est aussi notre activité, c'est un trésor. Le tourisme en France est quelque chose d'extrêmement précieux. Je pense que nous sommes attachés aussi au caractère particulier que constitue notre pays. Et ce caractère particulier, il est forgé avec notre patrimoine. Si on ne le préserve pas, eh bien, on ne sera plus le pays que l'on aime, le pays que l'on connaît, le pays qui est connu dans le monde entier. Parce que la France, c'est plus qu'un pays, c'est une civilisation aussi. Et cette civilisation, elle s'exprime aussi parce que nos ancêtres nous ont légué. Alors et on a ce devoir de mémoire. Absolument. Le Figaro donne des chiffres, 854 actes antichrétiens. J'imagine que c'est en 2023, 14 incendies d'églises qui étaient d'origine criminelle. Et c'est-à-dire plus, enfin c'est depuis le début de l'année, pardon, et c'est donc davantage qu'en 2023, le phénomène augmente. Oui, en fait, il y a 2 attaques d'églises par jour à peu près de différentes manières. Mais c'est très bien. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord... Je plaide pour que nous ayons un ministère ou un secrétariat d'État du patrimoine pour toutes les raisons que je viens d'exposer. Ça me semble essentiel. Et puis aussi pour aider les communes, pour aider les collectivités locales qui ont en charge depuis la loi de 1905, puisqu'il y a une spoliation des biens de l'Église. Donc ce sont maintenant aux collectivités de les entretenir et il faut les aider. Plusieurs n'ont pas l'ingénierie nécessaire pour le faire. Certains départements, par exemple, n'ont pas de comité qui leur permet de réunir les architectes, la protection du patrimoine, etc. C'est absolument nécessaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle je réfléchis à une proposition de loi. Voilà, j'allais y venir sur le crime de destruction d'un édifice classé. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Et comme c'est le cas pour un incendie volontaire de forêt. De Exactement. C'est très judicieux. Est-ce qu'on protège mieux nos forêts aujourd'hui et notre nature que nos églises et notre patrimoine bâti ? Alors, juridiquement, c'est un petit peu compliqué.
un édifice classé, parce qu'il n'y a pas que les édifices cultuels qui présentent des difficultés. Il n'y a pas que le culte catholique non plus qui présente des difficultés. Par exemple, les synagogues en Alsace, aujourd'hui, méritent qu'on les rénove, enfin, on s'en occupe mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc, ce patrimoine-là est extrêmement précieux pour notre mémoire, mais aussi pour notre avenir et pour notre présent. Et aujourd'hui, ce qui est possible pour les forêts est un petit peu plus compliqué pour les édifices patrimoniaux. J'espère pouvoir parvenir à déposer un texte que je suis en train d'essayer de border juridiquement, parce que par exemple, la notion de patrimoine est plus floue qu'une notion de forêt. Ensuite, il y a les bâtiments classés. Mais en revanche, je crois qu'il y a un signal très fort à donner, en disant que notre patrimoine naturel, surtout en France, où on a cette chance inouïe d'avoir une variété de paysages et puis d'avoir des belles forêts, et notamment des forêts domaniales qui, elles aussi, sont un patrimoine qui nous est légué par nos glorieux ancêtres. Mais pour le patrimoine bâti, il est absolument nécessaire qu'on le protège mieux aujourd'hui et que aussi on ait conscience du crime que cela représente de détruire quelque chose qui ne pourra plus être rebâti, qui ne pourra plus être le même. Alors, on peut le restaurer, on peut recommencer, mais ce ne sera pas la même chose. Quand Notre-Dame brûle et qu'on remplace sa toiture, ce ne sont pas les mêmes chênes, ce ne sont pas les mêmes arbres qui vont constituer sa nef, sa charpente. Donc, tout ça est extrêmement précieux. Et quand est-ce que vous pourriez le déposer, ce projet de loi ? J'espère la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, parce que c'est toujours important de bien réfléchir à l'arsenal juridique et puis surtout à l'architecture juridique qui permet d'avoir quelque chose d'efficace. Alors, on reste dans le patrimoine et dans la culture, en tout cas. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a beaucoup choqué, pas seulement en France, aussi à l'international. Il y a même eu des passages qui ont été coupés dans des pays aussi libéraux que les États-Unis, on le sait. Le CIO doit-il faire la lumière sur les responsabilités et les cachets, notamment, de ceux qui ont produit ces spectacles ? Je pense qu'effectivement, une des réussites de ces Jeux Olympiques, c'était Paris. Et justement, c'est paradoxal parce qu'on avait la majesté de Paris, là aussi un patrimoine hors du commun, unique au monde. Et parmi les choses qui m'ont énormément choquée, une des choses qui m'a le plus choquée, c'est ce qui s'est passé à la conciergerie. Comment aujourd'hui on peut glorifier la terreur. Ce génocide, même si ce mot n'existait pas à l'époque puisqu'il a été créé en 1945 par Raphaël Lemsky en parlant du génocide des Arméniens, puisqu'Hitler disait en écrivant la solution finale « qui s'en souviendra ?» mais effectivement, ce qui s'est passé pendant la terreur, qui porte bien son nom, j'ai été très surprise que ce soit ça qui soit magnifié à l'occasion d'une cérémonie qui devait rassembler. Comment peut-on mettre en valeur un féminicide, pour employer un terme contemporain, d'une étrangère qui a été torturée avec un procès truqué et qui a été décapitée avec ses enfants. Vous parlez aujourd'hui, de la je parle de la décapitation de Marie-Antoinette dans cette cérémonie. Dans cette cérémonie qui, pour moi, est vraiment plus qu'une faute de goût, une faute historique. Et puis, c'est quelque chose qui divise, alors qu'il y avait tellement de belles choses à dire, peut-être de la Révolution française, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme. Ça, peut-être, ça rassemble. Ça nous permet d'abord de savoir quelles sont nos racines, d'où ça vient, parce que sans les évangiles, pas de Déclaration des droits de l'homme. Mais voilà quelque chose qui aurait pu nous rassembler. Et là, on a une femme décapitée au moment où on déplore tant de personnes qui sont égorgées. Enfin, j'avoue que c'était pour moi... Sans parler de la scène mimée. Voilà, tout ça. C'est vrai que c'était pas de très bon goût. Peut rester impuni et passer finalement... Est-ce qu'il faut tourner la page ou est-ce qu'il faut y revenir ? On verra bien ce que le CIO décidera, mais je trouve que c'est vraiment dommage sur quelque chose qui devait rassembler, bien que ce soit quelque chose qui nous ait divisé et choqué.
alors qu'il y avait tellement de belles choses à dire de ce que nous sommes et de ce qu'est Paris aujourd'hui et de ce que représentent les valeurs olympiques. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage et je suis restée sur certaines images qui m'ont bouleversée. Alors, vous êtes une mère de 3 enfants, Valérie Boyer. Je suis même grand-mère maintenant. Vous êtes même grand-mère. J'ai ce bonheur. Donc, vous êtes sensible à l'école. Oui. Ça doit être des souvenirs. Et Christian Espeso, vous avez vu ça, qui est directeur de l'école de l'Immaculée Conception à Pau, a été sanctionné par les autorités académiques. Et Stanislas, vous y faisiez allusion tout à l'heure, a été persécuté. Il y a des réformes qui ont été contestées à Louis le Grand. En tout cas, il y a une crispation laïciste qui est très nette autour des lycées d'élite, alors qu'on constate un effondrement du niveau général. À votre avis, pourquoi si je peux me permettre, je ne dirais pas une crispation laïciste, parce que si c'était pour respecter la loi de 1905, dans les établissements privés sous contrat ou hors contrat ou dans les établissements publics, je pense que tout le monde s'en réjouirait aujourd'hui. Là, on est dans une sorte de... on est dans la catophobie, enfin je ne comprends même pas, et même le non-respect de la loi Carle, et le non-respect de notre Constitution, qui prévoit la liberté, et la liberté de choix, la liberté d'enseignement. Moi, je considère que toutes les écoles sont les écoles de la République, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient hors contrat ou sous contrat. Si elles respectent nos textes, c'est-à-dire le programme, la façon dont on enseigne. Je rappelle que dans les établissements privés sous contrat, comme l'est cet excellent établissement de Pau, puisque je crois que c'est le numéro 10 en termes de résultats en France, ce qui n'est pas rien quand même, eh bien, cet établissement a ce qu'on appelle un caractère propre. C'est-à-dire que, puisque c'est un établissement privé sous contrat, il a la possibilité d'avoir dans ses statuts, je le dis pour les personnes qui vont écouter cette émission, là en l'occurrence un établissement catholique, un enseignement catholique. Il y a d'autres établissements. Samedi par exemple, j'étais à l'inauguration de nouvelles classes pour une école arménienne qui s'appelle Amaskaïn à Marseille, une formidable école. Eh bien son caractère propre de cet établissement privé sous contrat, mais c'est d'enseigner l'arménien et l'histoire de l'Arménie. C'est une école quasi bilingue. Donc voilà, donc chacun, et c'est pas une école confessionnelle. Donc ça existe en France, il faut que ce soit préservé. Maintenant, que l'on soit choqué parce qu'il y a un évêque qui vient dans un établissement, un évêque catholique, je précise, qui vient dans un établissement catholique, j'avoue que c'est assez perturbant. Et puis surtout, de voir que cette personne donc ce directeur a pris 3 ans de suspension, alors que pratiquement l'ensemble des familles a manifesté pour le conserver, et qu'il a été mis à mal par quelques articles dans un journal, je crois que c'est Libération, pour 5 ou 6 accusations, et l'enquête a été, entre guillemets, particulièrement rapide. Oui, je trouve ça très choquant, parce qu'on ne peut pas priver les Français de la liberté d'enseigner, parce qu'on a ces difficultés liées à la transmission des savoirs et au niveau scolaire aujourd'hui. On ne peut pas blâmer les Français, puisque c'est leur droit, c'est constitutionnel, de choisir la liberté de choix pour l'enseignement de ses enfants. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'il nous faut conserver. Donc non, moi je suis particulièrement choquée par cette affaire, et j'espère que quand on aura un nouveau ministre de l'Éducation nationale, on pourra l'interroger, avoir toute la lumière sur cette très triste affaire. Alors, on va passer à la politique. D'ailleurs, si je peux me permettre, oui. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais députée, j'avais créé un groupe d'études justement sur l'enseignement privé, hors contrat et sous contrat, pour qu'on puisse avancer. Parce que là, vous parlez de cette histoire qui est très difficile, mais par exemple, c'est tous les jours que l'enseignement privé connaît des difficultés, notamment par les contributions des communes, qui sont de plus en plus compliquées à avoir, etc. Et ça aussi, ça fait partie des grosses difficultés auxquelles les parents sont confrontés et auxquelles sont confrontés l'enseignement privé. L'enseignement privé est fragilisé, d'après vous ? Alors, il est à la fois fragilisé par ce type d'affaires très tristes, mais il est aussi plébiscité par les parents,
qui font tout qui sont nombreux à vouloir que leurs enfants aillent dans ce type d'enseignement et qui connaît quand même de meilleurs résultats. Justement, est-ce qu'il n'est pas victime de son succès finalement? Est-ce qu'il y a une forme d'hostilité qui est liée à son succès? Je dirais que les Français sont victimes des résultats qui peuvent être enregistrés aujourd'hui dans l'enseignement, où on constate que le niveau baisse, que les enseignants sont en souffrance, que, par exemple, les concours sont ouverts mais ne trouvent pas preneurs. Donc, il y a une vraie question à se poser, à la fois sur le coût de l'enseignement, puisque ça fait partie des premiers budgets de l'État. On y consacre, après le social, énormément d'argent. Et cette demande des parents de sécurité, d'excellence, ou même sans aller jusqu'à l'excellence, cette sécurité et cette qualité d'enseignement, si les parents réclament je pense que nous, on appartient à une génération où qu'on aille dans le public ou dans le privé, eh bien, c'était pareil. Aujourd'hui, les jeunes parents, c'est en termes de qualité. Et même, moi, je crois que j'ai connu l'époque où c'était l'enseignement privé qui était de moins bonne qualité que l'enseignement public. Et quand les gamins échouaient dans le public, on les mettait dans le privé. Maintenant, malheureusement, on assiste dans bien des cas à quelque chose d'inverse. Donc, il y a toute cette question du niveau. Il y a aussi l'inclusion, dont on ne parle pas assez, puisque bon nombre d'établissements privés, et notamment les établissements confessionnels comme les établissements catholiques, accueillent des personnes handicapées avec énormément d'ouverture. Alors c'est le cas aussi dans le public, mais c'est beaucoup le cas aussi dans le privé. Oui, mais on leur reproche précisément de ne pas accueillir assez de gens de banlieue. Je pense que c'est faux, puisque justement, c'est entièrement faux. Et je crois que, par exemple, qu'ils viennent à Marseille et qu'ils voient ce qui se passe, par exemple, dans nos établissements privés sous contrat, et ils verront bien que, justement, la promesse de réussite républicaine, la promesse méritocratique, eh bien, elle est dans les établissements privés, et notamment dans l'enseignement catholique, qui accueille toutes les confessions. D'ailleurs, je rappelle que ça fait partie de la loi. D'abord, les cours liés au caractère propre d'un établissement ne sont pas obligatoires et qu'ensuite, il n'y a pas d'établissement qui soit monoconfessionnel. Alors, on va parler quand même un peu de politique. La séquence est quand même assez inédite. Vous avez été très proche de François Fillon. Est-ce que vous l'avez eu récemment? Et qu'est-ce qu'il pense de la situation? Non, je ne l'ai pas eu récemment, mais s'il me regarde et s'il m'écoute, je lui adresse toutes mes amitiés. Bon, alors le message est passé. Alors Thierry Breton a été lâché par Emmanuel Macron, vous avez vu, le commissaire européen, ça date de quelques heures. Est-ce que vous y voyez un signe de la faiblesse du président français en Europe? Et puis Thierry Breton est donc remplacé par M. Séjourné. A-t-il reçu, d'après vous, le feu vert de Michel Barnier pour l'envoi donc de Séjourné à la place de Breton au sein de l'Union européenne? Alors, sauf erreur de ma part, ce ne sont pas dans les compétences de Michel Barnier. Toute la presse souligne qu'effectivement, si la France n'était pas si mal en point, notamment sur le plan budgétaire et sur le plan de son endettement, et même de ses difficultés sociales, pardon, il est certain que Ursula von der Leyen n'aurait pas pu se permettre ce genre de vexation vis-à-vis de son commissaire. Ça vous a surpris? Oui. Franchement, oui. Je ne m'attendais absolument pas à une chose pareille. Et surtout de la violence, de la rapidité avec laquelle ça a pu se faire. Alors Thierry Breton a démissionné. Alors on savait qu'il avait des relations compliquées avec Ursula von der Leyen et on le comprend. Mais de là à mépriser à ce point, je ne pense pas que Mme von der Leyen se serait permis de faire ça avec l'Allemagne. Pas parce qu'elle est allemande elle-même, mais par rapport au statut de l'Allemagne et au fait que l'endettement et la situation économique de l'Allemagne est quand même moins dégradée que celle de la France. Affaire d'endettement et peut-être de solidité du président de la République? Mais je pense que c'est un ensemble qui montre
quel point la France est fragile aujourd'hui et à quel point il est nécessaire qu'on retrouve de la souveraineté et de l'influence. Justement, dans ce contexte, hein, quelle sera la ligne du gouvernement Barnier? Quelle doit être la ligne du gouvernement Barnier? Celle du candidat à la primaire LR de 2021, dont on se souvient qu'il avait demandé un moratoire sur l'immigration, par exemple, qu'il était très exigeant sur les sujets régaliens, ou celle de l'ancien commissaire européen très européiste et un peu dur envers les nations, notamment lorsqu'il a négocié le Brexit. Moi, je ne partage pas votre analyse et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu Michel Barnier lorsqu'il s'est présenté pour être le candidat des Républicains à la présidentielle. Parce que justement, il dit quelque chose qui me convient parfaitement, qu'il est à la fois patriote et européen. Et je pense que quand on aime la France, on aime l'Europe. Et quand on aime l'Europe, on aime la France. Il n'est pas fédéraliste, en aucun cas. Mais il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, et c'est parce qu'il a été ce négociateur dont tout le monde loue les qualités, avec une méthode qui lui est propre, qui est même enseignée, la méthode Barnier, il l'a dit, moi je ne veux pas un nouveau Frexit, et c'est la raison pour laquelle je veux tirer les leçons de ce qui ne marche pas. Or, aujourd'hui, s'il y a bien une chose sur laquelle l'Europe est en train de se briser, aussi bien à l'intérieur de chaque nation que sur le plan global, c'est sur le sujet de l'immigration. Parce que effectivement, l'immigration, c'est une souffrance. C'est une souffrance pour les gens qui partent et qui sont dans les mains des passeurs. C'est une souffrance pour les personnes qui les reçoivent sans jamais avoir été consultées ou même quand on a dénié leur volonté. Et puis, c'est une souffrance parce que l'intégration ne fonctionne plus compte tenu du nombre. On a accueilli à peu près l'équivalent d'un pays comme l'Autriche récemment. Donc à peu près 7 millions de personnes sur le continent européen. Moi, j'ai la faiblesse de penser, par patriotisme français et européen, que nous vivons et nous avons le privilège de vivre dans le plus bel endroit du monde, que ce soit la France ou que ce soit le continent européen. Que cette civilisation, elle est incroyable, compte tenu... Tout à l'heure, on parlait du patrimoine, mais il n'y a pas que le patrimoine architectural. Il y a aussi toutes les valeurs sociales de solidarité, de liberté, de droits des femmes qui nous permettent de vivre aujourd'hui dans une prospérité, même si on craint beaucoup pour notre avenir économique. Il n'y a pas un autre endroit, personnellement, où j'aimerais vivre au monde, même s'il me plaît de voir comment se porte le monde. Et je crois que c'est ça aussi que tout le monde nous envie et que tout le monde vient chercher. Et Michel Barnier a toujours dit qu'il fallait tirer les leçons de ce qui se passe aujourd'hui. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, la crise migratoire est un problème majeur, fondamental, qu'elle arrive en tête des préoccupations des Français, qu'elle arrive en tête des préoccupations des Danois qui veulent sortir des règles européennes pour l'immigration. Il en va de même pour l'Allemagne qui, elle, ne sort pas des règles européennes mais qui met en œuvre des règles européennes qui lui permettent de fermer ses frontières provisoirement. C'est comme ça que Schengen est prévu pour pouvoir se protéger suite aux attentats de Solingen et à toutes les difficultés que l'Allemagne a rencontrées, comme tous les pays européens, avec son immigration non contrôlée. Eh bien, je pense que charge à la France de faire la même chose. Et puis, on est aussi tous en crise économique. Est-ce que vous pensez, simplement sur l'immigration, que Michel Barnier, compte tenu de l'éclatement des partis au sein de l'Assemblée nationale et du faible poids de LR au sein de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il aura les moyens d'imposer une politique migratoire ferme qui suscite beaucoup d'opposition? Je pense qu'il n'a pas le choix que de la proposer. Maintenant, chacun prendra ses responsabilités, contrairement à ce qu'a fait le président de la République cette année, puisque je voudrais rappeler deux choses. D'une part, il faudrait qu'on fasse l'analyse du coût de l'immigration. Or, certains rapports, comme le rapport Gourevitch ou d'autres qu'on a pu faire, des rapports parlementaires, etc., montrent que l'immigration est un poids financier, social, extrêmement lourd pour la France. On évalue autour de 40 milliards. 40 milliards, c'est pas rien. Ensuite, pour la marge de manœuvre de Michel Barnier, je voudrais quand même rappeler qu'au Sénat, où nous sommes majoritaires, parce que le groupe majoritaire du Parlement, c'est celui des Républicains. Si l'on compte la majorité sénatoriale
plus les députés de la droite républicaine au Parlement, ben, nous sommes le plus grand groupe aujourd'hui. Nous avions voté un texte sur l'immigration au Sénat, et c'est Emmanuel Macron qui a, de façon avec beaucoup de duplicité d'ailleurs, qui a fait en sorte que une trentaine d'amendements, dont 10 par exemple que j'avais fait voter, soient retirés au motif qu'ils ne correspondaient pas. C'est le fameux article 40, les articles 40 et 45 de la Constitution qui n'étaient pas dans le texte initial, ce qui est une façon de brider le Parlement. Moi, franchement, j'ai été absolument stupéfaite que le Conseil constitutionnel dise que, par exemple, quand on parle de nationalité, d'acquisition de la nationalité, eh bien, ça ne rentrait pas dans les... ça n'avait pas de lien direct avec un texte sur l'immigration. Quand on parle, par exemple, de supprimer, en tout cas de mettre un délai important de 5 ans pour que des personnes étrangères qui n'ont jamais cotisé ne puissent pas bénéficier d'allocation familiale, qui est une allocation contributive, ou d'allocation vieillesse, etc., ce qui me semble tout à fait logique et normal. Hein. Vous n'avez jamais contribué vous n'avez jamais travaillé pour vous permettre, pour payer cette solidarité. Il est normal d'attendre un moment que vous puissiez travailler dans le pays qui vous accueille pour pouvoir en bénéficier. Eh bien, le Conseil constitutionnel a rejeté ça. Justement, comment passer au-dessus de ce rejet par le Conseil constitutionnel et des règles européennes, parce que les deux sont des verrous puissants. Alors, là-dessus, il n'y avait pas de verrous européens. D'abord, il y en a deux. Michel Barnier avait dit qu'il souhaitait un référendum. C'est dans la main du président de la République. Le président de la République, pourquoi refuserait-il un référendum sur cette question pour donner enfin la parole aux Français, comme les Républicains le réclament, comme la droite républicaine le réclame depuis très longtemps. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, mais nous avons une antériorité sur cette réclamation. Mais bon, peu importe. Hein, si on est plusieurs à avoir une bonne idée, tant mieux, autant la voter. Donc, il faut que le président de la République le décide. Et puis, ce texte qui a été voté, il est prêt. Il suffit de passer quelques jours à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'il soit voté de nouveau. Et là, si on compte entre le Rassemblement national, la droite républicaine, les parlementaires autour d'Éric Ciotti et les macronistes qui avaient voté ce texte, eh bien, on peut arriver à faire voter ce texte. Donc, c'est un problème de cohérence et qui a déjà été voté. Et là, le Conseil constitutionnel ne pourra pas nous opposer les articles 40. Bon, donc vous y croyez? Je pense que c'est notre devoir de le proposer parce que ça correspond aux attentes des Français. Et quand on est engagé dans la vie publique, c'est qu'on souhaite répondre aux attentes des Français. Donc moi, j'y crois. J'ai passé, vous savez, j'avais compté plus de 80 heures lorsque j'étais députée sur la loi Collomb, où aucun de nos amendements n'avait été pris. Aujourd'hui, dans la loi qui a été votée par le Sénat, une partie de ce qui avait été refusé par la Macronie à l'époque avait été remise dans la loi immigration. Là, c'est Emmanuel Macron qui a fait en sorte que cette loi immigration soit amputée de 33 articles. Il faut remettre ces articles. Alors justement, quelles devraient être, on est dans nos dernières questions, quelles devraient être les urgences de ce nouveau gouvernement? Est-ce que c'est l'immigration dont on vient de parler? Est-ce que c'est le budget dont on va beaucoup parler puisqu'il y a des échéances très proches et que la situation est extraordinairement délicate, c'est le moins qu'on puisse dire? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat, par exemple? Qu'est-ce qui doit être, d'après vous, privilégié, sachant que il n'y a aucun sujet qui n'est pas... Tous ces trois sujets sont interdépendants. D'abord, la première chose que nous examinerons, parce que ça, c'est le calendrier parlementaire, c'est le budget. Mais il y a des attentes très fortes, et Michel Barnier s'est exprimé sur cette question lors de la passation de pouvoir sur le parvis de Matignon. Il l'a dit, hein, que ce sera l'immigration et qu'il fera ça avec humanité. Et la sécurité, parce que aujourd'hui, il n'y a rien d'humain à faire en sorte que des gens aillent se noyer en Méditerranée ou se noyer dans la Manche. Il n'y a rien d'humain à faire en sorte que l'on garde sur notre sol des étrangers qui ont commis des crimes et des délits et qui coûtent extrêmement cher à la société, mais non pas simplement financièrement, mais aussi socialement. Ça, c'est pas de l'humanité.
Hein. Ça, c'est du laxisme et c'est de la souffrance pour tout le monde, tant pour les migrants qui veulent être assimilés et intégrés, que pour les Français qui les reçoivent et qui subissent cette situation. Donc de l'humanité et de la fermeté. Je pense que dans le budget, il y a des choses absolument indispensables à faire, comme ne pas augmenter les impôts. Ça fait partie du pacte des Républicains. C'est la feuille de route qui a été remise, enfin en tout cas ce sont nos souhaits en quelques points qui ont été remis à Michel Barnier, parce qu'effectivement, ce que nous souhaitons, en tout cas à l'Assemblée nationale, c'est faire en sorte que ces questions de budget, pas d'augmenter les impôts, ne pas diminuer les retraites, faire en sorte que des dépenses inappropriées de l'État cessent, lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale à laquelle on ne s'est jamais attaqué, et faire en sorte que la sécurité des Français soit améliorée, parce que ça aussi c'est une souffrance à laquelle nous devons répondre. Donc je pense que ces points sont essentiels et bien évidemment le pouvoir d'achat en découle. Il en va de même pour l'éducation. Aujourd'hui on ne peut pas laisser nos services publics, hôpital, éducation, instruction, dérivés, alors que nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde, je crois. Hein, nous en sommes. De l'OCDE, en tout voilà, cas. de l'OCDE, en tout cas. Et le taux d'endettement le plus élevé. Donc, il faut qu'on sorte de cette impasse budgétaire et de cette impasse fiscale aussi qui fait en sorte que aujourd'hui, nous n'arrivons plus. C'est notre souveraineté, hein. Notre dette est attaquée aujourd'hui. Il y a quelques jours, le Japon, qui détenait une partie de la dette de la France, a mis sur le marché 10 milliards de dettes de la France. Ça veut dire que notre dette aussi est fragilisée. Michel Barnier a négocié un délai pour le budget, mais il faut absolument répondre là-dessus. Et ça passe non pas par une hausse d'impôts, mais ça passe par des économies. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, notamment sur le plan du déficit, mais surtout du bilan migratoire, accusent le bilan de LR et de ses ancêtres et de l'UMP, du bilan qui disent comment LR fera-t-il mieux que le bilan de Sarkozy, par exemple, sur le plan migratoire ? Déjà, je pense le bilan de Nicolas Sarkozy était quand même bien meilleur que celui hélas, d'Emmanuel Macron et de François Hollande. On n'a jamais eu autant d'étrangers, on n'a jamais eu si peu de QTF qui ont été ramenés, etc., etc. Je rappelle quand même que sous Nicolas Sarkozy, l'insécurité avait diminué. Enfin, la sécurité s'était améliorée. Et que on n'en était pas du tout. Vous savez, ça fait 12 ans que nous ne sommes plus au pouvoir. Et aujourd'hui, il faut aussi sortir de ce piège. C'est pas parce que le Rassemblement national s'empare d'un sujet que nous, on ne doit pas le traiter. Et il faut arrêter ce genre d'accusations qui ne sont pas fondées d'ailleurs, parce que quand on regarde les chiffres, ce n'est pas fondé. À la fois sur les années où Nicolas Sarkozy a été au pouvoir, elles remontent à plus de 12 ans. Je rappelle que depuis, on a eu Hollande-Macron, on a eu Macron-Jupiter et maintenant on a Macron 2. Hein. Donc ça fera 15 ans. 15 ans de politique qui, sur le plan économique, en tout cas sur le plan de la dette, a été une catastrophe, et sur le plan migratoire a été une catastrophe pour la France. Donc il faut aujourd'hui répondre aux attentes des Français. Et les solutions que nous proposons, que les socialistes n'avaient pas votées, y compris du temps de Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, quand nous avions supprimé l'AME, par exemple, pour la transformer en aide médicale d'urgence, les hurlements sur tous les bancs de l'Assemblée. Et je crois que les quelques députés qui aujourd'hui nous reprochent de ne pas avoir agi n'avaient pas voté ces mesures. Alors, dernière question. Cette fois, vous avez vu deuxième attentat contre Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que le métier de politique est devenu un métier dangereux ? Vous savez, on est nombreux en France, la politique américaine est très différente de la nôtre, à avoir subi des menaces de mort, à devoir vivre sous protection policière ou avoir été attaqué. Oui, c'est extrêmement difficile, mais bon, c'est la vie que nous avons choisie. Le Sénat a voté un certain nombre de mesures pour la protection des élus. Qui devrait nous permettre de pouvoir exercer avec une sérénité améliorée.
Mais je voudrais aussi souligner qu'il y a une partie aussi de la classe politique qui attise un malaise ou qui attise aussi la haine et qui est peu propice à ce qu'on échange des idées correctement. Merci Valérie Boyer, on suit votre regard en tout cas. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre quotidien en ligne, le quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Les modalités de dons sont sur notre site et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.